Quand un marin rencontre un autre marin, d'abord, il se salue. Et puis, il se raconte des histoires de marins. Quand un bateau rencontre un autre bateau, il se salue aussi. Ils se saluent, sauf si, à terre, les deux pays sont en guerre. Alors, les bateaux, militaires tout au moins, font de même. Mais c'est pas le cas en ce moment, et on peut raconter notre histoire de marin. Un jour, un monsieur qui habituellement mettait de l'eau dans sa casserole s'avisa de mettre la casserole dans l'eau. Et cela flottait. Mais on ne pouvait pas dire que c'était un bateau. Peu de temps après, le monsieur décida d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de l'eau et il monta dans la casserole. Mais on ne pouvait pas dire que c'était un marin. Le premier jour, tout allait bien, mais parti par mer d'huile, il rencontra d'abord la petite mer, puis la grosse mer, dite force 5, puis la 6 et la 7, sans parler de la mer de glace. Le deuxième jour, il rencontra les grains, puis le surroi et le norroi. Il avançait plus vite, mais pas nécessairement du côté où il voulait aller. Et le troisième jour, il commença à fatiguer, car tenir la barre, serrer le vent, attraper des harengs pour le petit déjeuner, manger, dormir, faire tout ça en même temps, c'est assez fatigant. Or, le lendemain, c'est la casserole, elle, qui commençait à fatiguer. Car c'est difficile de faire changer d'habitude à une casserole. Celle-là, comme les autres, préférait avoir de l'eau plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Autre vieille habitude des casseroles, c'est de rouiller, se parsemer de trous. En un mot, devenir une passoire. Et troisième vieille habitude, aller où il ne faut pas aller, et en particulier en travers de la lame. Et tout cela d'ailleurs tendant au même résultat. Le quatrième jour, ou le cinquième, je ne me souviens plus bien, il rencontre sur son chemin un autre monsieur qui allait du même côté, mais par ses propres moyens. Le premier devint commandant, l'autre second et matelot à la fois. Il ne connaissait rien à la navigation, ni aux subtilités et humeurs des casseroles flottantes, et faisait confiance au commandant. Par contre, il savait fort bien pêcher le hareng et l'accommoder de 1001 façons. C'était sa spécialité. Et pendant que l'un se reposait, l'autre s'occupait d'autre chose et surveillait la casserole. Même quand on n'est que deux, on peut faire le quart. La vie à bord commençait à devenir moins désagréable. D'autres embarquèrent, et à la fin de la semaine, la casserole était devenue un bateau, et les messieurs, des marins. Certains mirent au point la casserole semi-flottante, ou submersible. D'autres, la casserole volante, et même la casserole spéciale pour récupérer les casseroles volantes. Mais qu'ils soient sur l'eau, sous l'eau, au-dessus de l'eau, ou même à terre, tous ces gens-là étaient bien des marins. Ainsi, dès les premiers temps, on a défini les principes d'organisation des bateaux et de la marine. Dès qu'on est plus d'un, il faut qu'il y ait un responsable qui commande. C'est le plus ancien ou celui qui a le plus d'expérience et de compétences dans la conduite des casseroles, des bateaux. C'est le principe du commandement. Un bateau, cela se surveille 24 heures sur 24. Et dès qu'on est plus d'un, on surveille chacun son tour. C'est le principe du quart. Dès qu'on est plus d'un, on a intérêt à se partager le boulot, chacun selon sa spécialité, ne serait-ce que pour pouvoir se reposer. C'est le principe de la spécialisation, ce qui ne veut pas dire que certains doivent se spécialiser dans le repos.
Plus tard, d'autres voulurent faire des bateaux plus gros. Mais, comme à l'époque on n'avait pas de casseroles de grande dimension, on en fabriqua en bois, genre de tonneaux appelés bailles, dracars, caracs, caravelles, galéas et galions. Serrer les voiles et les espars, c'était la spécialité du maître d'équipage et de ses gabiers. Le maître canonnier surveillait la Sainte-Barbe et faisait chauffer ses boulets. Le cuisinier ou maître queue élevait des poules et des cochons dans le faux pont. Le chirurgien réparait les jambes cassées. Le commandant et ses officiers s'occupaient de savoir où on allait. De casseroles en barque, de barques en galère, de galères en vaisseau, les bâtiments de la Marine nationale sont devenus ce que vous savez. Porte-avions, frégates, dragueurs, sous-marins, beaucoup plus compliqués, beaucoup plus puissants, beaucoup plus armés que la casserole de notre histoire. Les bateaux ont changé, mais les principes sont restés les mêmes. Il y a toujours des spécialistes. La vigie n'est plus dans le nid de pie, il est devenu détecteur. Le canonnier est devenu missilier. Le cuisinier n'élève plus de cochons dans le faux pont, il les garde dans sa frigo. Le commandant s'appelle toujours commandant. Il y a un commandant en second et des chefs de service responsables, par exemple, des systèmes d'armes ou de l'énergie-propulsion. Quant au quart, on en reparlera. Mais les principes, ce n'est que des mots, et il faut autre chose pour faire marcher un bateau. Un terrien vous dirait qu'un bateau, ça marche au mazout ou au gazole. Le marin, lui, sait que pour faire marcher un bateau, il faut deux autres carburants, l'organisation et les communications. L'organisation, c'est savoir de qui on reçoit des instructions et à qui on doit en donner. En un mot, savoir qui est responsable de quoi. Il faut dire que le marin a un ennemi héréditaire, le roi Péto commandant la pétaudière. Un bateau où tout le monde fait tout en même temps, c'est-à-dire un bateau où rien n'est fait. Il faut donc que tout le monde se coordonne pour que les choses se passent bien et vite. Et cela, c'est une affaire de communication. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit être au courant de tout. Si le matelot mécanicien de cars auxiliaires détecte une fuite d'huile, il alerte son second maître mécanicien. Il voit s'ils peuvent arranger la chose à leur niveau. Ce n'est peut-être pas la peine de réveiller le commandant pour une petite fuite d'huile. S'il voit que c'est grave, on alertera le chef de car-machine, lequel, éventuellement... Faire bien ce qu'on a à faire, ma foi, c'est normal. Mais il faut aussi savoir rendre compte. Car il peut y avoir 5 ou 6 autres marins, sinon tout le bateau, qui attendent que vous ayez fini pour continuer ce que eux ont à faire. Et puis, comme le marin ne laisse rien au hasard, il s'assure toujours que celui qui est à l'autre bout de la chaîne de communication a bien reçu l'instruction. Voilà par exemple ce qui se dit. Mais si vous parlez, il faut aussi qu'on vous entende. Au temps des casseroles, même par grand vent, c'était pas trop difficile. Au temps de la marine en bois, c'était plus tellement évident. Et de bateau à bateau, c'était toute une affaire. C'est pourquoi les marins ont mis au point différents systèmes ou codes pour se parler à distance par tous les temps. Ou même pour se parler de près. Ces codes-là et d'autres sont encore en usage. Maintenant, on a le téléphone, la diffusion générale et la radio. Avec tout cela, on s'entend mieux. Encore faut-il savoir de quoi on parle. À commencer par la droite et la gauche, qui n'est pas toujours du même côté pour tout le monde. Cela agace toujours les terriens que les marins aient au moins une douzaine de mots pour désigner ce qui, au fond, disent-ils, n'est que de la ficelle plus ou moins grosse. Il faut dire qu'à terre, les gens ont pris la mauvaise habitude d'utiliser les mêmes mots pour désigner des choses différentes, ce qui n'est pas pratique pour se mettre d'accord. Ou bien ils sont d'accord, mais sur des choses différentes. Si les marins faisaient comme eux, ça ne marcherait pas longtemps.
Mais le marin a gardé de ses frères terriens une bonne habitude, celle de se reposer. À terre, généralement, les gens travaillent aux mêmes heures et cela ne pose pas de problème. Enfin, pas trop. Mais un bateau, c'est pas un immeuble de bureau. Ça marche 24 heures sur 24. Des représentants de toute spécialité sont sur le qui-vive pour empêcher le bateau de faire ce qu'il veut. Et voilà notre dernier principe, celui du quart. Dans la marine, le quart peut se faire avec un vrai quart, mais aussi avec le tiers ou la moitié de l'équipage. Si par exemple on marche par tiers, le premier tiers, qui a 2 quarts, s'occupe de faire marcher le bateau. Ceux du deuxième tiers, s'il fait jour, travaillent chacun dans leur service ou au service général. Le troisième tiers mange ou se repose en attendant de reprendre le quart. Sans compter les cas où tout le monde est de quart, appareillage, manœuvre, poste de combat, etc. Sur un bateau, premièrement, le nombre de mètres cubes par habitant est très inférieur à ce qu'il est en appartement. Deuxièmement, les mètres cubes en question sont utilisés par plusieurs et qui ne font pas la même chose en même temps. Le marin, plus que tout autre, est quelqu'un qui sait vivre en société et respecter les autres, respecter le sommeil des autres, le travail des autres, l'intimité des autres. Un bateau, c'est pas un immeuble de bureau, mais ce n'est pas non plus un autobus. Je veux dire que quand on arrive, il ne suffit pas de le mettre dans le garage. Un bateau ne s'arrête pas de marcher quand il est arrêté. À quai ou au mouillage, il faut toujours des marins pour le garder et pour que la vie à bord puisse continuer. Un bateau, selon les cas, c'est fait pour transporter des choses, repêcher des naufragés, lancer des avions, et se préparer à la guerre aussi. Pour le marin, ça sert aussi à autre chose, aller ailleurs. Or, quand on part, on n'emmène pas avec soi le quai ou le port auquel on est attaché. Ce serait assez mal vu de l'amirauté. Alors le bateau, c'est un peu son pays. Ce qui explique que le marin aime si souvent en parler. Il est du Casa, ou du Requin, ou du Clem, plutôt que de Toulon ou de Landerneau. Oui, le marin aime partir, mais il aime aussi arriver. Et ce n'est pas par hasard si l'emblème de toutes les marines du monde est l'ancre de marine, instrument qui sert à s'accrocher à la terre. Arriver, c'est la grosse affaire. Il ne s'agit pas de la manquer. Ceux de la pétonnière s'y prendraient comme cela. Nous, quand notre bateau arrive ailleurs, on lui refait une beauté. On sort les pavillons, on range les avions sur le pont, l'officier de quart et le commandant concoctent une manœuvre élégante. Et le bateau, tel une diva, fait son entrée. Oui, vivre en marin, c'est d'abord vivre à plusieurs sur un élément qui n'est pas toujours accueillant. Et le marin, avant tout, fait partie d'un équipage, c'est-à-dire qu'il sait vivre en équipe. Le temps, pour lui, ne se compte pas de la même façon. Tout cela s'appelle aussi la solidarité. Travailler en marin, c'est être disponible à n'importe quel moment, bien sûr, mais c'est aussi faire son travail efficacement. Et le moment venu, être marin, c'est aussi être le plus endurant, le plus courageux, le plus fort. Oui, s'il n'y avait pas de bateau, il y aurait toujours des marins. Mais s'il n'y avait pas de marins, il n'y aurait certainement pas de bateau. Car les bateaux, comme leur grand ancêtre la casserole, si on les laisse aller à leur penchant naturel, ça va embrasser les rochers. Ça se met à rouiller. Bref, des bateaux sans marins, ça fait de la ferraille. Et vous savez ce qu'on en fait de la ferraille? On en fait des casseroles.